Dans les archives municipales de Grenoble, un document carbonisé porte encore les traces d'une signature royale. Cette signature appartient à une femme qui n'aurait jamais dû exister. Une femme que l'histoire a effacée avec tant de soin qu'aujourd'hui, seuls quelques fragments calcinés témoignent de sa terrible fin. Si cette histoire vous glace le sang, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à commenter de quelle ville vous nous écoutez. Votre présence nous aide à continuer de révéler ces secrets oubliés de l'histoire. Mais revenons à cette nuit de février 1791, dans les montagnes du Dauphiné, où une femme allait mourir pour avoir osé réclamer ce qui lui appartenait de droit. L'hiver de 1791 s'abattait sur le Dauphiné avec une violence particulière. Dans cette région montagneuse du sud-est de la France, les nouvelles de Paris arrivaient déformées par la distance et l'amertume. La Révolution, qui promettait liberté et égalité, avait surtout apporté la peur et la confusion dans ces vallées isolées où les anciens seigneurs avaient fui, laissant derrière eux des châteaux vides et des paysans désœuvrés. Le village de Saint-Christophe-en-Oisans comptait à peine 300 âmes réparties dans une cinquantaine de maisons de pierre grise accrochées au flanc de la montagne. Les hivers y étaient rudes, les étés brefs et la vie des habitants rythmée par les transhumances et les foires aux bestiaux. Depuis que la Révolution avait éclaté, une atmosphère de méfiance pesait sur la communauté. Chacun observait son voisin, se demandant qui avait vraiment embrassé les idées nouvelles et qui regrettait secrètement l'ancien régime. Le château de Bellerive, perché sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Romanche, était l'un de ces fantômes de pierre abandonnés par leur maître. Construit au XVe siècle par la famille de Montclerc, il avait été le témoin de 3 siècles d'intrigues, de naissances secrètes et de morts suspectes. Sa silhouette massive se découpait contre le ciel comme une dent brisée, ses tours rondes et ses courtines éboulées lui donnant l'aspect d'une ruine antique, bien qu'il n'eût été abandonné que depuis 2 ans. L'architecture du château témoignait de différentes époques. Les fondations médiévales étaient surmontées d'ajouts Renaissance, eux-mêmes complétés par des aménagements du grand siècle. Une cour d'honneur pavée de galets de la Romanche s'ouvrait entre le corps de logis principal et les communs. Au centre, une fontaine ornée des armes des Montclerc, 3 lions d'or sur champ d'azur, crachaient encore quelques filets d'eau verdâtre qui gelaient dès la tombée du jour. En cette année 1791, ces fenêtres béantes laissaient entrer la neige et les corbeaux, tandis que les villageois évitaient soigneusement de croiser son ombre au coucher du soleil, car le château de Bellerive avait mauvaise réputation. Les anciens du village se souvenaient encore des histoires que racontaient leurs grands-pères. Des cris qui sortaient des souterrains par les nuits sans lune, des servantes qui disparaissaient mystérieusement, des nouveau-nés qu'on emmenait dans des paniers couverts sans qu'on les revoie jamais. Le dernier comte, Édouard de Montclerc, avait hérité de cette sinistre réputation en même temps que du titre familial. Homme de 45 ans, aux manières raffinées mais d'une cruauté légendaire, il était connu dans toute la région pour ses colères terribles et ses appétits déréglés. Grand, maigre, le cheveu noir et l'œil pâle, il possédait cette beauté ténébreuse qui fascine autant qu'elle inquiète. On murmurait qu'il entretenait plusieurs maîtresses dans les villages environnants, et que nombreux étaient les enfants du pays qui avaient hérité de ses yeux délavés et de son menton volontaire. Sa femme, Marguerite-Antoinette de Bressieux, était morte en couches en 1775 dans des circonstances troubles. Le comte avait alors fait murer la chambre où elle avait rendu son dernier souffle, prétendant qu'elle était hantée par l'esprit de l'enfant mort-né. Depuis lors, il vivait seul dans son château, ne recevant que de rares visiteurs et s'entourant d'un personnel réduit qu'il renouvelait fréquemment. C'est dans ce décor désolé qu'allait se jouer l'un des drames les plus troublants de cette époque troublée. Car si les châteaux étaient vides, leurs secrets, eux, étaient bien vivants. Marie-Célestine Dubois, c'était le nom qu'elle s'était donné, était arrivée au village par une matinée de janvier 1791, descendant de la diligence de Grenoble, avec pour tout bagage un coffret de cuir rouge et une valise de voyage fatiguée. Âgée de 28 ans selon ses dires, elle possédait cette beauté aristocratique qui ne trompe pas.
Le port de tête altier, les mains blanches qui n'avaient jamais connu le travail de la terre, et surtout, ses yeux d'un bleu si pâle qu'ils semblaient refléter les glaces éternelles des sommets environnants. Ses vêtements, bien que de bonne facture, portaient les marques d'un long voyage et d'une certaine gêne financière. Sa robe de laine noire était raccommodée au coude, ses bottines de cuir usées aux talons, et son manteau de voyage élimé aux plis. Pourtant, sa démarche et son maintien trahissaient une éducation soignée, une habitude du monde qui contrastait étrangement avec son apparente pauvreté. Elle parlait d'une voix cristalline qui portait l'accent parisien, mais avec de curieuses inflexions qui intriguaient ses interlocuteurs. Parfois, au détour d'une phrase, on entendait pointer les tonalités chantantes du Dauphiné, comme si elle avait grandi dans la région avant de la quitter pour la capitale. Le premier soir, elle avait pris une chambre à l'auberge du Cerf-Blanc, tenue par la veuve Bernadette Charvin. Cette dernière, femme robuste de 50 ans, aux joues rougies par le grand air et l'alcool, observait sa nouvelle pensionnaire avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Car Marie-Célestine ne se comportait pas comme une voyageuse ordinaire. Elle ne mange presque rien, confiait Bernadette à ses habitués. Juste un peu de pain et de bouillon, et elle passe ses soirées à écrire sans arrêt, comme si sa vie en dépendait. Parfois, je l'entends pleurer dans sa chambre, d'autres fois, elle parle toute seule, et pas toujours dans la même voix. Le lendemain de son arrivée, Marie-Célestine avait demandé audience au maire du village, Pierre Gaillard. Cet homme de 60 ans, ancien laboureur devenu représentant de la commune par un hasard de l'histoire révolutionnaire, ne savait ni lire ni écrire, mais il possédait cette intelligence pratique des paysans montagnards et cette méfiance instinctive envers les étrangers qui caractérisait les habitants de ces vallées reculées. Dans la petite mairie qui sentait encore l'encens de l'ancien régime, car l'ancienne sacristie avait été reconvertie en bureau municipal, Marie-Célestine avait étalé ses documents sur la table de chêne vermoulu qui avait autrefois servi d'autel. « Monsieur le maire », avait-elle dit de cette voix, qui savait se faire tour à tour suppliante et impérieuse, « je suis venue réclamer mon héritage. » Il y avait là des actes de naissance rédigés sur parchemin de qualité, des reconnaissances de dettes ornées de sceaux impressionnants, des lettres de créance portant des signatures qui semblaient authentiques et surtout un testament holographe de 3 pages, rédigé d'une écriture serrée et nerveuse qui portait la signature du feu comte Édouard de Montclair, dernier seigneur de Bellerive, émigré en Angleterre depuis septembre 1789. Gaillard, qui reconnaissait l'écriture du comte pour avoir vu passer de nombreux documents seigneuriaux pendant ses années de service comme garde champêtre, ne put qu'admettre l'apparente authenticité de la signature. Mais le contenu du testament le laissait perplexe et inquiet. Selon ces documents, Marie-Célestine était la fille naturelle du comte et d'une certaine Isabelle Vernet, lingère au château. Née le 15 août 1763, ce qui lui donnait effectivement 28 ans, elle avait été baptisée en secret dans la chapelle privée du château, puis confiée à une nourrice du village voisin de Bourg-d'Oisans, avant d'être envoyée à Paris dès l'âge de 7 ans. « Mon père », expliquait Marie-Célestine en lissant nerveusement ses gants de chevreau râpés, « m'a fait élever dans un couvent de la rue Saint-Antoine. Les sœurs de la Visitation m'ont enseigné la lecture, l'écriture, la musique et les langues. J'ai reçu une éducation digne de mon rang, bien que ma naissance illégitime m'interdit toute prétention officielle. » Elle racontait qu'à sa majorité en 1784, elle avait commencé à recevoir une rente annuelle de 3000 livres, versée discrètement par maître Duchesne, notaire rue Saint-Honoré, qui servait d'intermédiaire entre elle et son père. Cette somme considérable lui avait permis de louer un petit appartement dans le Marais et de vivre décemment, sans luxe, mais sans privation. « Je voyais parfois mon père, » continuait-elle, les yeux perdus dans le vague. Quelques rencontres furtives dans un salon de thé de la rue de Rivoli. Il était distant, presque froid, mais je sentais qu'il m'aimait à sa façon. Il me parlait de Bellerive, de ma mère, de l'héritage qu'il comptait me laisser un jour.
Mais voici que la Révolution avait tout chamboulé. En septembre 1789, alerté par la violence croissante à Paris et par la nouvelle de la prise de la Bastille, le comte de Montclerc avait précipitamment quitté la France pour l'Angleterre, rejoignant les premiers émigrés à Londres. Ses biens avaient été mis sous séquestre, puis confisqués au profit de la nation. La rente de Marie-Célestine avait cessé du jour au lendemain, et Maître Duchesne lui-même avait été arrêté comme suspect d'intelligence avec les ennemis de la République. « J'ai tout perdu », murmurait-elle, et une larme coulait sur sa joue pâle. Mon père m'avait promis de pourvoir à mon avenir, mais la tourmente révolutionnaire a emporté tous ses plans. Aujourd'hui, je me retrouve sans ressources, obligé de vendre mes derniers bijoux pour survivre. C'est alors qu'elle avait sorti le testament, ce document qui allait bouleverser la tranquillité de Saint-Christophe en Oisans. Daté du 10 septembre 1789, rédigé à la hâte à l'encre violette dans l'écriture fébrile du comte, il léguait à Marie-Célestine, ma fille naturelle née d'Isabelle Vernet, la moitié de ses biens personnels. En reconnaissance de l'affection paternelle que je lui porte et en réparation du tort que ma condition sociale m'a empêché de réparer de son vivant. Mon père, expliquait Marie-Célestine en caressant le parchemin comme une relique, m'a confié avant son départ qu'il avait caché dans le château de Bellerive un trésor considérable, des bijoux de famille, de l'or monnayé, des œuvres d'art, des titres de créance. Ce trésor, il l'avait soustrait aux regards indiscrets en prévision des troubles à venir. Selon ses dernières volontés, ce trésor m'appartient de droit. Le maire Gaillard, homme prudent forgé par 40 ans de vie montagnarde, avait demandé un délai de réflexion. Mais dès le lendemain, la nouvelle s'était répandue dans tout le village comme une traînée de poudre. Une bâtarde de nobles réclamait l'héritage du château maudit. L'arrivée de Marie-Célestine divisait la population de Saint-Christophe en Oisans en deux camps opposés. D'un côté, les partisans de la Révolution, menés par le forgeron Jean-Baptiste Faure, voyaient dans cette revendication une tentative de restauration de l'ancien régime déguisé. De l'autre, les nostalgiques de l'ordre ancien, dont le notable Augustin Pélissier, ancien procureur fiscal du comte, pensait qu'il fallait respecter les dernières volontés du seigneur légitime. Jean-Baptiste Faure était un colosse de 35 ans, aux mains calleuses et au verbe haut. Rallié aux idées nouvelles dès 1789, il avait été l'un des premiers à planter un arbre de la liberté sur la place du village et à arborer la cocarde tricolore. Sa forge, située sur la route de Grenoble, était devenue le quartier général des républicains du village, où l'on commentait avec passion les nouvelles de Paris et où l'on refaisait le monde autour d'un pichet de vin rouge. « Cette femme est une imposture », tonnait-il en abattant son marteau sur l'enclume. Les nobles ont fui comme des lâches, et maintenant ils envoient leurs bâtardes pour récupérer ce qu'ils ont abandonné. Nous ne devons rien aux Montclerc, leurs crimes ont assez duré. Car Faure se souvenait des injustices de l'ancien régime. Son propre père avait été emprisonné 3 jours au château pour avoir refusé de payer une dîme supplémentaire exigée par le comte. Sa sœur cadette, Marie-Jeanne, avait été contrainte de fuir le village en 1788, après que le comte eut tenté de la séduire de force lors d'une fête villageoise. Augustin Pélissier, à l'inverse, défendait mollement la légitimité de Marie-Célestine. Homme de 60 ans à la barbiche grisonnante et aux manières précieuses, il avait servi les Montclerc pendant 30 ans, gérant leurs terres, rédigeant leurs contrats, couvrant leurs exactions. La Révolution l'avait privé de sa charge et de ses revenus, et il vivait désormais chichement de quelques leçons de latin données aux enfants du village. « Mademoiselle Dubois présente des documents en bonne et due forme », répétait-il de sa voix fluette, en ajustant ses lunettes. « Le testament du comte porte sa signature authentique, j'en témoigne. Il serait contraire au droit, même révolutionnaire, de nier l'évidence. Mais au-delà de ces considérations politiques, c'était la personnalité même de Marie-Célestine qui troublait les habitants du village. Car cette femme ne correspondait à aucun modèle connu. Elle n'avait ni l'arrogance des aristocrates, ni la simplicité des roturières. Elle oscillait entre des moments de dignité hautaine et des crises de vulnérabilité qui émouvaient ses témoins.
Thomas Reynaud, l'ancien garde-chasse du comte, était l'un de ceux qui l'observaient avec le plus d'attention. Homme de 50 ans au visage buriné par les intempéries, il connaissait le château de Bellerive mieux que personne, pour y avoir servi 20 années durant. La Révolution l'avait privé de son emploi, mais pas de sa fidélité envers la famille de Montclair. Cette demoiselle connaît des choses qu'elle ne devrait pas connaître, confiait-il à sa femme, Marguerite, en bourrant sa pipe d'un tabac grossier. Elle sait que le comte cachait ses liqueurs préférées derrière un faux panneau de la bibliothèque. Elle sait que madame la comtesse avait fait murer une chambre du second étage après la naissance de l'enfant mort-né. Elle sait même l'existence du passage secret qui relie les appartements privés aux caves. Ces connaissances troublantes alimentaient les conversations du village. Comment une femme élevée à Paris pouvait-elle posséder des informations si précises sur l'organisation intime du château? Était-ce la preuve de sa filiation ou la marque d'une enquête minutieuse menée par une aventurière sans scrupules? Isabelle Vernet, la lingère que Marie-Célestine prétendait être sa mère, avait effectivement travaillé au château dans les années 1760. Les anciens s'en souvenaient encore. Une femme d'une beauté saisissante, aux cheveux blonds comme les blés et aux yeux verts comme l'eau de la Romanche au printemps. Fille d'un tisserand de Bourdoisan, elle était entrée au service du comte à l'âge de 18 ans, en 1762. Isabelle était la plus jolie fille des deux vallées, se rappelait la vieille Agnès Morel, qui approchait ses 80 ans et était l'une des dernières à avoir connu personnellement la lingère. Elle avait cette grâce naturelle qui fait qu'on se retourne sur son passage. Le comte l'avait remarqué dès le premier jour. Mais Isabelle avait disparu du jour au lendemain en août 1763, laissant derrière elle quelques hardes et une réputation ternie. Les versions sur sa disparition variaient selon les témoins. Certains prétendaient qu'elle était morte en couche après avoir donné naissance à un enfant du comte. D'autres affirmaient qu'elle avait été chassée pour vol et qu'elle était partie chercher fortune à Lyon ou à Marseille. Les plus malveillants murmuraient qu'elle avait été assassinée par la comtesse, jalouse de la beauté de sa rivale. Ce qui est sûr, ajoutait Agnès Morel en baissant la voix, c'est qu'on ne l'a jamais revue, et personne n'a jamais parlé d'un enfant. Si cette Marie-Célestine est vraiment sa fille, où a-t-elle grandi? Qui l'a élevée? Pourquoi n'est-elle jamais venue au village avant aujourd'hui? Ces questions taraudèrent les esprits, d'autant plus que Marie-Célestine elle-même restait évasive sur son passé. Elle prétendait avoir grandi à Paris, mais certains détails de son récit ne collaient pas. Elle affirmait avoir vécu rue Saint-Antoine. Mais quand on lui parlait de cette partie de la capitale, elle semblait hésiter sur la topographie des lieux. Elle citait les sœurs de la Visitation comme ses éducatrices, mais le couvent de cet ordre dans le quartier avait été fermé en 1785, 2 ans avant qu'elle prétende y avoir terminé son éducation. Plus troublant encore était son comportement nocturne. Bernadette Charvin entendait sa pensionnaire aller et venir dans sa chambre jusqu'aux premières heures de l'aube, parlant seule à voix basse, parfois avec colère, parfois avec une tendresse étrange qui glaçait le sang de l'aubergiste. Elle parle à quelqu'un qui n'est pas là, confiait Bernadette au curé défroqué, Antoine Mercier, qui traînait sa défroque dans les tavernes depuis que la constitution civile du clergé avait chamboulé sa vie. Parfois j'ai l'impression qu'elle se dispute avec un fantôme. D'autres fois, on dirait qu'elle console un enfant. Antoine Mercier, ancien prêtre de la paroisse, était un homme intelligent mais rongé par l'amertume. Âgé de 45 ans, il avait refusé de prêter le serment constitutionnel et avait été chassé de son presbytère par les autorités révolutionnaires. Depuis lors, il noyait ses remords dans l'alcool et ses nuits dans les discussions philosophiques qui ne menaient nulle part. Cette femme porte un secret, observait-il en vidant son verre de gnôle. Un secret qui la dévore de l'intérieur. J'ai confessé à ces dames tourmentées pour reconnaître les signes. Elle fuit quelque chose ou quelqu'un. Mais quoi? Marie-Célestine s'était installée dans une routine qui intriguait les habitants du village. Chaque matin, après un petit déjeuner frugal à l'auberge, elle partait arpenter les sentiers menant au château de Bellerive, carnet à la main,
notant ses observations avec un soin méticuleux. Elle interrogeait les bergers qu'elle croisait sur les habitudes du comte, sur l'organisation du château, sur les cachettes possibles. Elle avait une façon particulière d'aborder les gens, mélange de hauteur aristocratique et de vulnérabilité touchante qui désarmait ses interlocuteurs. Avec les hommes, elle adoptait un ton ferme mais respectueux, jouant sur son statut supposé de fille naturelle de noble. Avec les femmes, surtout les plus âgées, elle se montrait plus câline, plus fragile, évoquant sa condition d'orpheline abandonnée qui cherchait ses racines. « Vous qui avez connu ma mère », disait-elle à Agnès Morel en lui prenant les mains avec une tendresse étudiée. « Aidez-moi à comprendre qui elle était. Je n'ai d'elle que quelques souvenirs flous, quelques images qui me reviennent dans mes rêves. » Et Agnès, malgré sa méfiance instinctive, se laissait attendrir par cette jeune femme qui semblait porter en elle tant de souffrances contenues. Elle lui racontait Isabelle Vernet, sa beauté, sa douceur, son rire cristallin qui résonnait dans les couloirs du château. « Ta mère était bonne, » murmurait la vieille femme, « mais elle était trop belle pour son propre bien. Les jolies filles, dans ce pays, ça attire les malheurs comme le miel attire les guêpes. » Marie-Célestine écoutait ses récits avec une attention passionnée, posant des questions précises sur les habitudes d'Isabelle, sur ses relations avec les autres domestiques, sur les circonstances de sa disparition. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes qu'elle essuyait discrètement du revers de sa manche. Mais c'était dans ses explorations du château que son comportement devenait vraiment déroutant. Elle grimpait jusqu'aux ruines avec une agilité surprenante pour une femme supposée avoir grandi dans les salons parisiens. Elle se faufilait entre les éboulis avec l'assurance de quelqu'un qui connaît les dangers, évitant instinctivement les pierres branlantes et les planchers pourris. Thomas Reynaud, qui l'épiait parfois de loin par curiosité professionnelle, était stupéfait de cette connaissance intuitive des lieux. Elle va droit aux endroits importants, rapportait-il à sa femme. La bibliothèque, les appartements privés, les caves. On dirait qu'elle suit un plan invisible. Et parfois je la vois s'arrêter devant certains murs, poser ses mains sur la pierre, comme si elle cherchait quelque chose. Un après-midi de février, Marie-Célestine eut une conversation troublante avec Pélissier, l'ancien procureur fiscal. Elle l'avait abordé sur la place du village, profitant d'un rayon de soleil qui perçait la grisaille hivernale. « Monsieur Pélissier, » lui avait-elle dit de sa voix la plus enjôleuse, « vous qui avez si bien servi ma famille, pourriez-vous m'éclairer sur certains points concernant l'administration du château ?» Pélissier, flatté d'être consulté par cette femme qui incarnait à ses yeux un reste de l'ancien ordre social, s'était empressé de répondre à ses questions. Mais très vite, il s'était aperçu que les interrogations de Marie-Célestine portaient sur des sujets étrangement précis. « Mon père vous a-t-il jamais parlé d'un docteur Fabre qui venait parfois au château? Et ce passage secret dont m'a parlé Thomas Reynaud, où mène-t-il exactement? Y avait-il vraiment une prison dans les souterrains, comme le prétendent certaines légendes ?» Ces questions mettaient Pélissier mal à l'aise. Le docteur Augustin Fabre était effectivement venu plusieurs fois au château dans les années 1760, mais toujours pour des consultations privées dont Pélissier avait été exclu. Quant aux souterrains, ils existaient bel et bien, mais le comte avait formellement interdit qu'on y descende, prétextant des risques d'effondrement. Le docteur Fabre était un homme étrange, admettait Pélissier en évitant le regard de Marie-Célestine. Il pratiquait une médecine peu orthodoxe. Monseigneur le comte faisait appel à ses services pour certaines affections délicates. « Quel genre d'affection ?» insistait Marie-Célestine. « Je ne sais pas exactement. Des troubles féminins, je crois. Il soignait parfois les domestiques du château. Mais tout cela se passait dans le plus grand secret. » Marie-Célestine notait ces informations dans son carnet avec une application qui troublait Pélissier. Cette femme ne cherchait pas seulement un trésor. Elle menait une véritable enquête sur le passé du château et de ses habitants. Le soir même, à l'auberge, Marie-Célestine eut une crise qui effraya tous les témoins. Vers 10 heures, alors qu'elle prenait son repas solitaire dans la salle commune, elle se leva brutalement en renversant sa chaise et se mit à crier « Non !
Pas comme ça. Tu ne peux pas me faire ça. » Elle parlait à quelqu'un d'invisible, les yeux fixés sur un point vide de la salle, les poings serrés et le visage déformé par une colère terrible. Puis, brusquement, elle éclata en sanglots et s'effondra sur le sol carrelé. Bernadette et Jean-Baptiste Faure, qui prenaient un verre au comptoir, se précipitèrent pour la relever. Marie-Célestine tremblait comme une feuille et murmurait des mots incompréhensibles. Dans son délire, elle répétait sans cesse un nom. « Marguerite. Pardonne-moi. Marguerite. »« Qui est Marguerite ?» demanda Bernadette quand Marie-Célestine eut retrouvé ses esprits. « Je ne sais pas, » balbutia la jeune femme. « C'est un nom qui me vient parfois. Un rêve peut-être, ou un cauchemar. » Cet incident acheva de diviser l'opinion du village. Pour les uns, Marie-Célestine était une déséquilibrée, peut-être même dangereuse. Pour les autres, ces crises prouvaient l'authenticité de sa souffrance et la légitimité de sa quête. Les jours qui suivirent cet incident virent Marie-Célestine adopter un comportement de plus en plus étrange. Elle passait de longues heures à arpenter le cimetière du village, s'arrêtant devant certaines tombes pour y déposer des fleurs sauvages qu'elle cueillait dans la montagne. Elle semblait chercher une sépulture particulière, mais quand on lui demandait laquelle, elle répondait évasivement qu'elle honore toutes les femmes oubliées. Un matin, elle demanda à consulter les registres paroissiaux conservés à la mairie. Antoine Mercier, malgré sa déchéance, restait le seul homme du village capable de déchiffrer correctement l'ancienne écriture gothique. À contre-cœur, il accepta de l'aider dans ses recherches. Ce qu'ils découvrirent dans les registres des années 1760-1770 jeta un trouble nouveau sur l'affaire. Il y avait effectivement mention de plusieurs femmes disparues mystérieusement durant cette période. Isabelle Vernet en 1763, mais aussi Marie Dubois en 1764, Catherine Blanc en 1765, Jeanne Rousset en 1767. Toutes étaient jeunes, toutes étaient belles, et toutes avaient travaillé d'une façon ou d'une autre pour le château. Ces disparitions n'ont jamais été expliquées, murmurait Mercier en parcourant les pages jaunies. On les attribuait aux rigueurs de l'époque, aux épidémies, aux accidents de montagne. Mais maintenant que j'y repense, c'est troublant. Toutes ces femmes avaient un point commun. Elles étaient enceintes quand elles ont disparu. Marie-Célestine pâlit en entendant cette révélation. Ses mains se mirent à trembler, tandis qu'elle tournait les pages du registre, cherchant d'autres indices, d'autres noms, d'autres traces de ces vies effacées. « Enceinte » répéta-t-elle d'une voix blanche. « Vous en êtes certain ?»« Hélas, oui. J'étais jeune vicaire à l'époque. J'aidais le curé Boniface dans ses tâches. Ces femmes venaient parfois se confesser. Elles parlaient de leurs conditions, de leur peur, de leur honte. Et puis, du jour au lendemain, plus rien, comme si la terre les avait englouties. Cette découverte transforma complètement l'attitude de Marie-Célestine. Elle cessa ses explorations quotidiennes du château pour se plonger dans une fièvre d'investigation qui l'amenait à interroger tous les anciens du village. Elle voulait tout savoir sur ces femmes disparues, leurs familles, leurs habitudes, leurs derniers moments. Agnès Morel se souvenait particulièrement de Marie Dubois, une cousine éloignée qui travaillait comme lavandière pour le château. Marie était une fille sage, racontait-elle en égrenant son chapelet. Elle avait épousé en 1763 un charron de Bourdoisan, Pierre Dubois. Quand elle est tombée enceinte, elle était folle de joie. Et puis, vers le 6e mois, elle a commencé à venir au château pour des travaux de couture. Elle disait que Madame la Comtesse lui payait bien. Un jour de novembre 1764, elle est partie comme d'habitude le matin, et on ne l'a jamais revue. Qu'est devenu son mari ? Demanda Marie-Célestine. Pierre. Il a cherché sa femme partout, il est devenu fou de chagrin. Il accusait le comte, il criait que sa Marie avait été enlevée. Les gens disaient qu'il avait perdu la raison. Il est mort, l'hiver suivant, on l'a trouvé gelé au bord de la Romanche. Suicide ou accident, on ne l'a jamais su. Ces récits torturaient Marie-Célestine. Chaque nouveau témoignage semblait raviver en elle une douleur ancestrale, comme si elle portait en elle la mémoire de toutes ces femmes disparues. Ces nuits devenaient de plus en plus agitées.
et Bernadette l'entendait gémir et pleurer jusqu'à l'aube. Un soir de février, n'y tenant plus, l'aubergiste frappa à la porte de sa chambre. « Ma petite », dit-elle avec cette bonté bourrue qui caractérisait les femmes de la montagne, « vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous vous détruisez. Qu'est-ce qui vous ronge vraiment ?» Marie-Célestine, les yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil, finit par s'effondrer. « Je ne suis pas celle que vous croyez », avoua-t-elle dans un sanglot. « Mon vrai nom n'est pas Marie-Célestine Dubois, je m'appelle Marguerite Fabre. » Cette révélation bouleversa Bernadette. Le nom de Fabre lui disait quelque chose, mais elle n'arrivait pas à se rappeler où elle l'avait entendu. Fabre, comme le docteur qui venait au château? Oui, Augustin Fabre était mon père. La confession qui suivit glaqua le sang de l'aubergiste. Marguerite raconta comment elle avait grandi à Paris, élevée par un père qu'elle admirait et respectait. Augustin Fabre était un médecin réputé, spécialisé dans l'obstétrique et la chirurgie. Il soignait la haute bourgeoisie parisienne et comptait parmi ses patients plusieurs nobles de la cour. « Mon père était un homme de science », expliquait Marguerite en serrant convulsivement son mouchoir. « Du moins, c'est ce que je croyais. Il m'emmenait parfois dans son cabinet, il m'expliquait l'anatomie, les fonctions du corps humain. Il disait que la médecine était un art noble, que soigner était la plus belle des vocations. Mais en 1789, quand Augustin Fabre était mort subitement d'une attaque d'apoplexie, Marguerite avait découvert parmi ses papiers des documents qui avaient bouleversé sa vision du monde. Des lettres, des comptes rendus, des dessins anatomiques qui révélaient la véritable nature des activités de son père. Il ne soignait pas ses femmes, chuchota-t-elle. Il les utilisait pour ses expériences. Des expériences atroces sur l'accouchement, sur la douleur, sur la mort. Il se servait des maîtresses enceintes du comte de Montclair comme de cobayes. Bernadette sentit ses jambes se dérober sous elle. Cette révélation dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Ces femmes qui disparaissaient, continua Marguerite, ce n'étaient pas des accidents. Mon père les emmenait dans les souterrains du château. Il les gardait prisonnières jusqu'à leur accouchement. Il testait sur elles des instruments chirurgicaux, des drogues, des méthodes d'anesthésie. La plupart mouraient en couches. Celles qui survivaient, il s'en débarrassait. Mais pourquoi, balbutia Bernadette, pourquoi faire une chose pareille? Pour la science, disait-il dans ses notes, pour faire progresser la médecine obstétricale. Il rêvait de révolutionner l'art de l'accouchement, de réduire la mortalité maternelle. Mais ces méthodes étaient celles d'un boucher. Marguerite expliqua comment elle avait découvert l'étendue des crimes de son père en lisant son journal intime, conservé dans un coffre-fort secret de son cabinet parisien. Augustin Fabre y détaillait minutieusement chacune de ses expériences, notant les réactions de ses victimes, les résultats de ses tests, les améliorations à apporter à ses instruments. Il y avait des dessins, murmura-t-elle en frissonnant. Des dessins anatomiques d'une précision terrible. Il disséquait ces femmes, Bernadette. Vivantes ou mortes, il les disséquait pour comprendre les mécanismes de la reproduction. Le plus horrible, c'était que le comte de Montclair n'était pas seulement complice. Il était le principal pourvoyeur de victimes. Il attirait les jeunes femmes au château sous divers prétextes, les engrossait, puis les livrait au docteur Fabre quand leur grossesse était suffisamment avancée. Mon père payait le compte pour chaque femme, révéla Marguerite. J'ai trouvé les reçus, 50 livres par sujet d'expérience. C'était un commerce, Bernadette, un commerce de chair humaine. Mais la révélation la plus terrible était encore à venir. En fouillant plus profondément dans les archives de son père, Marguerite avait découvert sa propre origine. Ma mère n'était pas l'épouse légitime d'Augustin Fabre, avoua-t-elle dans un souffle. C'était Marie Dubois, cette lavandière dont vous parlez, Agnès Morel. Mon père l'avait gardée vivante plus longtemps que les autres, parce qu'elle était particulièrement résistante. Elle a survécu à mon accouchement, et lui a servi de nourrice pendant mes premiers mois. Marie Dubois avait vécu 2 ans dans les souterrains du château, prisonnière d'Augustin Fabre, qui l'utilisait comme cobaye pour ses expériences postnatales.
Quand Marguerite avait eu 2 ans, en 1766, le docteur avait emmené l'enfant à Paris et s'était débarrassé définitivement de sa mère. « Je suis la fille d'une victime », sanglota Marguerite, « et j'ai grandi en aimant son bourreau. Pendant 23 ans, j'ai vénéré l'homme qui avait assassiné ma vraie mère. » Cette confession acheva de bouleverser l'ordre précaire qui régnait dans le village. Bernadette, malgré sa promesse de garder le secret, ne put s'empêcher d'en parler à quelques intimes. La nouvelle se répandit rapidement, déformée et amplifiée par les ragots et les superstitions. Certains habitants commençaient à voir en Marguerite une incarnation de la vengeance divine venue punir les crimes du passé. D'autres la considéraient comme une folle dangereuse qu'il fallait chasser avant qu'elle n'attire le malheur sur le village. L'atmosphère de Saint-Christophe en Oisans devint de plus en plus oppressante à mesure que se précisaient les révélations de Marguerite. Les habitants se divisaient en factions antagonistes, chacune ayant sa propre interprétation des événements passés et présents. Jean-Baptiste Faure et ses partisans républicains voyaient dans cette affaire la confirmation de leurs préjugés contre l'aristocratie. Pour eux, les crimes révélés par Marguerite prouvaient la corruption intrinsèque de l'ancien régime et justifiaient toutes les violences révolutionnaires. « Vous voyez bien », tonnait le forgeron lors de ces assemblées improvisées. « Les nobles n'étaient pas seulement des parasites qui nous saignaient d'impôts. C'étaient des assassins qui tuaient nos femmes pour leur plaisir sadique. Et maintenant, cette fille de bourreau vient réclamer leur héritage. À l'inverse, Pélissier et les nostalgiques de l'ancien ordre refusaient de croire aux accusations portées contre le comte de Montclair. Ils préféraient ne voir en Marguerite une mythomane, une aventurière qui inventait des horreurs pour justifier sa présence au village. « Cette femme est dérangée », répétait l'ancien procureur fiscal. « Elle mélange la réalité et ses fantasmes. Le comte Édouard était certes un homme aux mœurs libres, mais de là à l'accuser de meurtre, il y a un gouffre qu'aucune personne sensée ne saurait franchir. » Thomas Reynaud, l'ancien garde-chasse, se trouvait dans une position particulièrement inconfortable. Son loyalisme envers la famille de Montclair l'empêchait d'admettre l'étendue des crimes révélés, mais sa connaissance intime du château lui faisait entrevoir la plausibilité des accusations. « J'ai servi au château pendant 20 ans, confiait-il à sa femme par les longues soirées d'hiver. Il y avait des choses étranges, c'est sûr. Des cris qui sortaient des caves la nuit, des odeurs bizarres, des allées et venues suspectes. Mais de là à parler d'assassinat, il se souvenait particulièrement du docteur Fabre, cet homme maigre aux yeux froids, qui venait parfois au château avec une malle remplie d'instruments chirurgicaux. Fabre exigeait toujours qu'on lui prépare une chambre dans les souterrains, prétextant que ces traitements nécessitaient le calme et la fraîcheur des caves. Le docteur restait parfois plusieurs semaines, se rappelait Thomas. Pendant ce temps, le comte nous interdisait formellement de descendre aux caves. Il disait que le docteur soignait des malades contagieuses et que notre présence pourrait perturber les soins. Ces souvenirs, longtemps refoulés, remontaient maintenant à la surface avec une netteté troublante. Thomas se rappelait les disparitions de femmes, les explications embarrassées du comte, l'atmosphère de mystère qui entourait les activités du docteur Fabre. Une fois, avouait-il à sa femme, j'ai entendu des cris terribles sortir des souterrains, des cris de femmes comme si on l'écorchait vive. Quand j'ai demandé au comte ce qui se passait, il m'a dit que le docteur opérait une tumeur et que les cris étaient normaux. Mais ces cris, ils me hantent encore. Pendant ce temps, Marguerite poursuivait ses investigations avec une détermination qui inquiétait ses observateurs. Elle avait cessé de se cacher et revendiquait ouvertement sa véritable identité. Elle ne cherchait plus le trésor du comte. Elle voulait retrouver les restes de sa mère et de toutes les autres victimes pour leur donner une sépulture digne. « Je ne partirai pas d'ici sans avoir rendu justice à ces femmes », déclarait-elle à qui voulait l'entendre. « Elles ont assez souffert dans l'ombre. Il est temps que la vérité éclate au grand jour. » Elle avait écrit plusieurs lettres aux autorités révolutionnaires de Grenoble, détaillant les crimes supposés de Montclair et de son père, réclamant l'ouverture d'une enquête officielle. Mais ces courriers restaient sans réponse. Les nouveaux dirigeants avaient d'autres préoccupations que de ressasser les crimes de l'ancien régime. Un soir de la mi-février,
Marguerite proposa au maire Gaillard de l'accompagner au château pour une exploration officielle des souterrains. Elle était certaine, disait-elle, d'y trouver les preuves définitives de ce qu'elle avançait. « Monsieur le maire », plaida-t-elle avec une passion qui bouleversait ses auditeurs, « ces femmes méritent justice. Leur famille mérite de savoir ce qui leur est arrivé. Et nous avons le devoir de révéler la vérité, même si elle est horrible. » Gaillard, homme simple mais pas dépourvu de bon sens, hésitait. D'un côté, il était tenté de mettre fin à cette affaire qui divisait son village et perturbait la paix sociale. De l'autre, il ne pouvait ignorer la passion sincère de Marguerite, ni balayer d'un revers de main des accusations aussi graves. « Si nous trouvons des preuves, finit-il par accepter, alors nous les transmettrons aux autorités compétentes. Mais si nous ne trouvons rien, vous devrez quitter le village et ne plus jamais y remettre les pieds. » Marguerite accepta ces conditions sans hésiter. Elle était si convaincue de la véracité de ses affirmations qu'elle ne doutait pas un instant de découvrir les preuves qu'elle cherchait. Le maire se fit accompagner de Thomas Reynaud et de Jean-Baptiste Faure, espérant que la présence de ces deux hommes aux opinions opposées garantirait l'impartialité de l'exploration. Tous trois suivirent Marguerite dans l'escalade périlleuse menant au château abandonné par cette soirée glaciale de février 1791 qui allait marquer l'histoire du village. Si cette montée vers le château vous donne des frissons, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à nous dire en commentaire ce que vous pensez qu'ils vont découvrir dans ces souterrains maudits. Votre soutien nous aide à continuer de révéler ces mystères oubliés de l'histoire. Le château de Belle-Rive se dressait dans l'obscurité comme une dent cassée sur fond de ciel étoilé. La lune, presque pleine, baignait les ruines d'une lumière blafarde qui accentuait leur aspect fantomatique. Ses tours rondes et ses courtines éboulées lui donnaient l'allure d'une carcasse géante blanchie par l'hiver, et le vent qui sifflait entre les pierres disjointes produisait une mélodie lugubre qui glaçait le sang des visiteurs. La nature avait déjà commencé son travail de reconquête. Des ronces aux épines acérées envahissaient la cour d'honneur. Des chouettes nichaient dans les cheminées effondrées. Et une odeur de moisissure et de décomposition planait sur l'ensemble, mélange écœurant de pierres humides, de bois pourris et de quelque chose d'indéfinissable qui évoquait la mort. Marguerite avançait avec une assurance déconcertante dans ce labyrinthe de pierres. À la lueur vacillante de sa lanterne à huile, elle guidait ses compagnons à travers les couloirs dévastés, évitant les poutres effondrées et les trous béants du plancher avec la précision de quelqu'un qui connaît les lieux par cœur. Sa connaissance de la topographie intérieure stupéfiait Thomas Reynaud, qui avait pourtant servi 20 ans dans ces murs. « Attention ici », disait-elle en désignant une pierre branlante. « Et là, ne posez pas le pied sur cette lame de parquet, elle s'effondre. » « Comment pouvez-vous savoir tout cela ?» demanda Jean-Baptiste Faure, déjà impressionné malgré sa méfiance. « Mon père avait dessiné des plans très précis du château, » répondit Marguerite sans se retourner. Il notait tous les dangers, tous les passages, toutes les cachettes. Pour lui, ce lieu était un laboratoire qu'il fallait connaître parfaitement. Elle les mena d'abord à la bibliothèque, vaste pièce au rayonnage dévasté, où des milliers de livres pourrissaient dans la neige qui s'infiltrait par les fenêtres brisées. Les volumes épars jonchaient le sol, leurs pages mangées par l'humidité et les rongeurs, créant un tapis macabre de savoir détruit. Sans hésiter, Marguerite se dirigea vers un panneau de chêne qui semblait identique aux autres et, après avoir palpé quelques moulures sculptées, actionna un mécanisme invisible. Le panneau coulissa dans un grincement sinistre, révélant une niche secrète tapissée de velours rouge décoloré. La niche était vide, mais on y voyait encore les traces poussiéreuses d'objets qui y avaient séjourné longtemps. « Ils ont déjà tout pris », murmura-t-elle avec une amertume qui fit frissonner ses compagnons. Mais ce n'était qu'une cache secondaire. Le véritable secret est ailleurs. Elle les conduisit ensuite aux appartements privés, au second étage. L'escalier de pierre était traître, certaines marches s'étaient effondrées, et il fallait progresser en s'aidant de la rampe de fer forgé qui tenait encore bon. L'ascension se faisait dans un silence pesant, troublé seulement par le bruit de leurs pas et le souffle du vent dans les ouvertures béantes.
Dans ce qui avait été la chambre de la comtesse, Marguerite s'arrêta devant un mur apparemment plein et entreprit de compter les pierres en murmurant des chiffres incompréhensibles. Ses gestes étaient précis, méthodiques, comme si elle exécutait un rituel 100 fois répété. « Là !» s'exclama-t-elle soudain avec un cri de triomphe. « La 7e pierre de la 3e rangée. Elle bouge !» Effectivement, la pierre bougeait légèrement sous la pression, révélant qu'elle n'était pas scellée comme les autres. Mais quel que soit l'effort qu'elle déployait, Marguerite ne parvenait pas à l'extraire. Thomas Reynaud et Jean-Baptiste Faure durent unir leurs forces pour faire basculer le bloc de calcaire, révélant une cavité rectangulaire creusée dans l'épaisseur du mur. Dans cette cavité se trouvait un coffret de métal rouillé, de la taille d'une cassette à bijoux, dont la serrure avait été rongée par l'humidité. Marguerite s'en empara avec une avidité qui inquiéta ses compagnons. Ses mains tremblaient tandis qu'elle manipulait le fermoir défaillant, et son souffle s'était fait court, presque haletant. Le coffret s'ouvrit dans un grincement métallique. Il contenait des bijoux d'une valeur considérable, un collier de diamants qui scintillait encore malgré la poussière, des bagues serties d'émeraudes et de rubis, un diadème d'or serti de perles fines qui avait dû orner la tête de quelque grande dame. Mais surtout, il contenait des lettres, une liasse de documents jaunis par le temps que Marguerite parcourut fébrilement à la lueur de sa lanterne. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage se décomposait, passant de l'espoir à l'incrédulité, puis à une horreur pure qui glaça le sang de ses témoins. « Qu'est-ce que c'est » demanda le maire Gaillard d'une voix étranglée. Marguerite ne répondit pas immédiatement. Elle relisait les lettres, les mains crispées sur le papier fragile, et une expression d'épouvante se peignait progressivement sur son visage livide. « Ce sont des lettres de ma mère », dit-elle finalement d'une voix brisée. Des lettres qu'elle écrivait au comte avant ma naissance, et après. Elle en lut quelques passages à voix haute, et ce qu'elle révéla glaça le sang de ses auditeurs. Marie Dubois ne décrivait pas une liaison amoureuse, mais une captivité atroce. Elle suppliait le comte de la libérer. Elle parlait de violence, de chantage, de menaces. Dans une lettre datée de juin 1764, quelques mois avant la naissance de Marguerite, elle écrivait « Monseigneur, l'enfant que je porte sera la preuve vivante de vos crimes. Le docteur Fabre me fait souffrir le martyre avec ses expériences. Hier, il m'a ouvert le ventre pour regarder l'enfant sans me donner d'opium. Je crois que je vais mourir de douleur. Si Dieu me prête vie, je témoignerai contre vous. » Mais il y avait d'autres lettres, plus troublantes encore. Des lettres où Marie Dubois décrivait les autres prisonnières des souterrains, leurs souffrances, leurs morts atroces. Elle parlait d'Isabelle Vernet, morte hier en hurlant pendant que le docteur lui arrachait l'enfant du ventre, de Catherine Blanc, qui a rendu son dernier souffle après qu'on lui eut injecté un poison dans les veines, de Jeanne Rousset, dont le docteur a ouvert le crâne pour voir le cerveau d'une femme enceinte. « Mon Dieu !» balbutia Thomas Reynaud. « C'est impossible, le comte ne pouvait pas. » Mais ce qui troubla le plus Marguerite fut la dernière lettre du paquet, datée de février 1766. L'écriture était différente, plus ferme, et le ton avait changé radicalement. « Mon cher comte, l'expérience touche à sa fin. Le sujet numéro 12, Marie Dubois, a survécu 2 ans à son accouchement, ce qui constitue un record remarquable. Ses observations sur les autres sujets ont été précieuses pour mes recherches. L'enfant qu'elle a produit, sujet 12A, sexe féminin, présente un développement normal et pourra servir à de futures expériences sur l'hérédité. Je recommande l'élimination du sujet 12 dans les plus brefs délais, car elle commence à montrer des signes de démence qui pourraient compromettre la sécurité de notre laboratoire. L'enfant sera transféré à Paris pour éducation et observation. Signé Dr Augustin Fabre. Sujet 12A, murmura Marguerite en laissant tomber la lettre. C'était moi, j'étais le sujet 12A. Cette révélation la frappa comme un coup de massue. Non seulement elle était la fille d'une victime, mais elle avait elle-même été considérée comme un cobaye par son père adoptif. Toute son enfance, toute son éducation,
Tout l'amour qu'elle avait cru recevoir n'était qu'une expérience scientifique de plus. Il m'observait, chuchota-t-elle, les yeux dans le vague. Toute ma vie, il m'observait. Il notait mes réactions, mes émotions, mon développement. Il me disait qu'il m'aimait, mais en réalité, j'étais juste un spécimen pour ses études. Jean-Baptiste Faure, malgré sa dureté habituelle, fut ému par la détresse de cette femme qui venait de découvrir l'horrible vérité sur sa propre existence. « Qu'allez-vous faire maintenant » demanda-t-il avec une douceur inhabituelle. Marguerite rangea brutalement les lettres dans le coffret et se redressa. Ses yeux pâles brillaient d'une flamme nouvelle, mélange de douleur et de détermination farouche. « Je vais descendre au souterrain », déclara-t-elle. « Je vais retrouver les restes de ma mère et de toutes ces femmes, et je vais leur rendre justice. » Mais les hommes qui l'accompagnaient commençaient à s'inquiéter de son état mental. La révélation des lettres l'avait visiblement bouleversé, et ils craignaient qu'elle ne commette quelque acte irréparable dans son désespoir. « Mademoiselle, » intervint prudemment le maire Gaillard, « il est tard et ces souterrains sont dangereux. Ne vaudrait-il pas mieux redescendre au village et revenir demain avec du renfort ?»« Non, » répliqua Marguerite avec une violence qui les fit reculer. « J'ai attendu toute ma vie de connaître la vérité. Je ne partirai pas d'ici sans avoir vu de mes yeux les preuves de leurs crimes. » Elle se dirigea vers l'escalier menant aux caves, sa lanterne projetant des ombres dansantes sur les murs lépreux. Les trois hommes n'eurent d'autre choix que de la suivre, malgré leur appréhension grandissante. Les souterrains du château de Bellerive s'étendaient sous l'ensemble du bâtiment, formant un véritable labyrinthe de salles voûtées et de couloirs étroits creusés à même le roc. L'humidité y était oppressante, l'air vicié et chargé d'odeurs de moisissure et de décomposition. Des gouttes d'eau suintaient des voûtes, créant une mélodie sinistre qui résonnait dans l'obscurité. Marguerite avançait comme une somnambule, guidée par les indications détaillées qu'elle avait trouvées dans les papiers de son père. Elle connaissait l'emplacement exact du laboratoire secret où Augustin Fabre avait mené ses expériences atroces. « Par là », murmurait-elle en désignant un couloir qui s'enfonçait dans les profondeurs. La salle d'expérimentation est tout au fond, derrière la réserve à grains. Plus ils avançaient, plus l'atmosphère devenait oppressante. L'air se raréfiait, chargé d'une puanteur indescriptible qui prenait à la gorge et donnait des hauts le cœur. Thomas Reynaud, pourtant habitué aux odeurs de gibier faisandé, dut se couvrir le nez avec son mouchoir. Enfin, Marguerite s'arrêta devant une porte de chêne renforcée de fer, fermée par une lourde serrure. Mais la porte avait bougé avec le temps, et un interstice permettait de voir l'intérieur de la pièce. Ce qu'ils découvrirent dépassa leur pire cauchemar. La salle était vaste, voûtée de pierres brutes et équipée comme un véritable laboratoire de dissection. Au centre se dressait une table de marbre blanc, maculée de taches brunes qui ne pouvaient être que du sang séché. Autour de cette table, des instruments chirurgicaux rouillés étaient encore disposés sur des étagères, scalpels, pinces, scies, crochets et d'autres outils dont l'usage défiant l'imagination. Mais le plus terrifiant était le long des murs. Des chaînes rouillées pendant des anneaux de fer scellés dans la pierre, et au pied de ces chaînes, des ossements humains éparpillés sur le sol de terre battu. Certains squelettes étaient encore entiers, recroquevillés dans des positions qui témoignaient d'une agonie atroce. D'autres n'étaient plus que des amas d'os brisés, comme si les corps avaient été dépecés. Dans un coin de la pièce, une série de petits cercueils de plomb témoignait du sort réservé aux nouveau-nés. Et sur une étagère, des bocaux de verre contenaient encore des organes conservés dans un liquide jaunâtre, reste macabre des recherches du docteur Fabre. « Seigneur Jésus !» gémit Jean-Baptiste Faure, en se signant malgré ses convictions révolutionnaires. Marguerite était entrée dans la salle maudite, insensible à l'horreur qui paralysait ses compagnons. Elle avançait comme une automate entre les ossements, s'agenouillant parfois pour examiner un crâne, caressant du bout des doigts une chaîne rouillée. Ses lèvres remuaient silencieusement, comme si elle priait ou récitait une litanie secrète. « Isabelle »
murmurait-elle, en s'arrêtant devant un squelette aux longs cheveux blonds encore accrochés au crâne. Catherine, Jeanne, Marie. Elle semblait reconnaître chacune des victimes, leur donnant un nom, une identité, restituant leur humanité à ces restes oubliés. Ses larmes coulaient sans retenue sur ses joues livides, mais elles ne sanglotaient pas. C'était une douleur silencieuse, profonde, comme si elle pleurait non seulement pour ces femmes mortes, mais pour toute la souffrance accumulée dans ce lieu maudit. Dans le fond de la salle, elle découvrit ce qu'elle cherchait. Un carnet, relié de cuir noir, miraculeusement préservé par l'humidité constante des caves. C'était le journal du docteur Fabre, rédigé entre 1762 et 1768, qui détaillait minutieusement chacune de ses expériences sur les prisonnières du comte. Marguerite l'ouvrit d'une main tremblante et commença à lire à voix haute des passages qui glacèrent l'âme de ses auditeurs. 15 juin 1763, sujet numéro 3, Isabelle Vernet, 7e mois de grossesse. Test d'anesthésie par application d'éther sulfurique. Résultat négatif. Le sujet s'est réveillé pendant l'opération et a perturbé l'extraction du fœtus. Note, augmenter la dose pour les prochains tests. 23 août 1764, sujet numéro 7, Catherine Blanc. Accouchement provoqué par injection d'ergot de seigle. L'enfant est né vivant, mais présentait des malformations intéressantes. Le sujet est mort d'hémorragie 3 heures après l'extraction. Prélèvement des organes reproducteurs pour études comparatives. 12 octobre 1765. Remarquable résistance du sujet numéro 12, Marie Dubois. Malgré 3 accouchements provoqués et plusieurs interventions chirurgicales, elle maintient ses fonctions vitales. Son enfant naturel, sujet 12A, se développe normalement. Je commence une série d'observations sur les effets psychologiques de la captivité prolongée. Chaque page révélait de nouveaux détails atroces sur les méthodes du docteur Fabre. Il ne se contentait pas d'étudier l'accouchement. Il testait les limites de la résistance humaine, expérimentait des drogues, pratiquait des vivisections sur des femmes conscientes. Tout cela au nom de la science, avec la complicité active du comte de Montclair, qui lui fournissait un flot régulier de victimes. Mon père était un monstre, chuchota Marguerite en refermant le journal. Et le comte aussi. Ils ont transformé ce lieu en enfer sur terre. Thomas Reynaud, bouleversé par ces révélations, ne pouvait plus nier l'évidence. Tous les détails concordaient avec ses souvenirs. Les allées et venues nocturnes, les cris dans les caves, les odeurs suspectes, les disparitions inexpliquées. J'aurais dû comprendre, gémit-il. J'aurais dû faire quelque chose. Toutes ces femmes, si j'avais été moins lâche. Vous ne pouviez pas savoir, le consola Marguerite avec une douceur inattendue. Ils étaient très habiles pour cacher leurs crimes. Et qui aurait cru qu'un comte et un médecin réputés pouvaient commettre de telles atrocités? Mais soudain, en tournant une page du journal, Marguerite découvrit un passage qui la figea d'horreur. 25 décembre 1765, expérience réussie sur le sujet 12A, enfant de Marie Dubois. À l'âge de 15 mois, l'enfant montre déjà des signes de développement intellectuel supérieur à la normale. Les injections d'extraits de cerveau humain semblent stimuler ses capacités cognitives. Je vais poursuivre le traitement et emmener le spécimen à Paris pour observation prolongée. Note: éliminer le sujet 12 qui devient inutile et dangereuse. Il m'injectait du cerveau humain, balbutia Marguerite en laissant tomber le journal. Dès mon plus jeune âge. C'est pour ça que j'étais différente des autres enfants. C'est pour ça que j'apprenais si vite, que j'avais cette mémoire extraordinaire. Cette révélation finale brisa quelque chose en elle, que, toute sa vie, elle avait cru que son intelligence était un don naturel, un héritage de ses parents. En réalité, c'était le résultat d'expériences atroces menées sur elle depuis sa naissance. Elle n'était pas seulement la fille d'une victime. Elle était elle-même une victime, modifiée et manipulée par les crimes de son père adoptif. « Je ne suis même pas humaine », murmura-t-elle avec un rire hystérique. « Je suis un monstre fabriqué par des monstres. » Les 3 hommes tentèrent de la raisonner, de lui faire comprendre qu'elle n'était responsable de rien, qu'elle restait une victime innocente de ses horreurs.
Mais Marguerite ne les entendait plus. Elle regardait fixement les ossements éparpillés dans la salle, comme si elle voyait les fantômes de toutes ces femmes martyrisées. « Elles me parlent, chuchota-t-elle. Elles me disent ce qu'il faut faire. »« Quoi ?» demanda le maire Gaillard, de plus en plus inquiet de l'état mental de la jeune femme. « Brûler, tout brûler, effacer les preuves de leur souffrance, leur donner enfin la paix. » Cette déclaration alarma ses compagnons. Ils comprirent qu'elle était au bord de la folie et qu'elle pouvait commettre des actes irréparables. « Marguerite, dit doucement Thomas Reynaud, vous avez découvert la vérité. C'est ce que vous vouliez. Maintenant, remontons au village. Nous préviendrons les autorités. Nous donnerons une sépulture décente à ces pauvres femmes. »« Non, répliqua-t-elle avec une détermination farouche. Vous ne comprenez pas. Ces preuves ne doivent pas sortir d'ici. Si elles deviennent publiques, d'autres monstres s'en inspireront. D'autres femmes souffriront. Il faut détruire tout ça. » Elle ramassa le journal de son père et le serra contre sa poitrine comme un trésor empoisonné. Ce livre contient les méthodes de torture les plus raffinées qui soient. Si des médecins sans scrupules s'en emparent, ils reproduiront ces horreurs. Je ne peux pas permettre ça. Mais les familles de ces femmes, protesta Jean-Baptiste Faure, elles ont le droit de savoir ce qui est arrivé à leurs filles, à leurs sœurs. Leurs familles souffriront encore plus en apprenant la vérité, rétorqua Marguerite. Mieux vaut qu'elles gardent leurs illusions que de connaître l'atrocité de ce qui s'est passé ici. Les trois hommes comprirent qu'ils ne parviendraient pas à la raisonner. La découverte de la vérité l'avait poussée au-delà des limites de la raison. Elle était prête à tout pour empêcher que ces horreurs ne se reproduisent. « Partez !» leur dit-elle d'une voix ferme. « Redescendez au village. Oubliez ce que vous avez vu. Dites aux gens que Marie-Célestine Dubois était une mythomane et que ces histoires n'étaient que des mensonges. »« Et vous ?» demanda le maire Gaillard. « Moi, je reste. J'ai une dette envers ces femmes. Une dette que je dois payer. » Les hommes hésitèrent. Ils ne pouvaient pas abandonner cette femme dans l'état de détresse où elle se trouvait. Mais ils comprenaient aussi qu'elle ne se laisserait pas convaincre de les suivre. « Au moins, promettez-nous de ne rien faire d'irréparable, » supplia Thomas Reynaud. « Ces morts ne justifient pas une mort de plus. » Marguerite ne répondit pas. Elle s'était agenouillée au milieu des ossements et caressait tendrement un crâne d'enfant, comme si elle berçait un nourrisson. « Dors, mon petit » murmurait-elle. « Tout va finir. Maman va s'occuper de tout. » Face à cette scène déchirante, les trois hommes n'eurent d'autre choix que de remonter aux étages supérieurs, laissant Marguerite seule avec ses fantômes et sa douleur. Ce fut Thomas Reynaud qui donna l'alerte, vers 3 heures du matin. Depuis sa maison du village, il avait vu des lueurs rougeâtres danser derrière les fenêtres du château. Des lueurs qui grandissaient et se multipliaient avec une rapidité inquiétante. « Le château brûle !» cria-t-il en tambourinant aux portes de ses voisins. « Marguerite y est encore, il faut aller la chercher. » Mais il était déjà trop tard. En quelques minutes, l'incendie avait pris des proportions gigantesques. Les flammes jaillissaient de toutes les ouvertures du château, montant vers le ciel dans un brasier visible à des lieues à la ronde. Un vent violent attisait le feu, transformant la ruine en un bûcher colossal qui éclairait toute la vallée. Les habitants de Saint-Christophe-en-Oisans sortirent de leur maison pour contempler ce spectacle apocalyptique. Jamais ils n'avaient vu un incendie d'une telle violence. Les flammes semblaient animées d'une vie propre, léchant les pierres, dévorant tout sur leur passage, transformant des siècles d'histoire en cendres et en fumée. « Elle a mis le feu partout », expliquait le maire Gaillard aux villageois assemblés sur la place. « Elle avait apporté de l'huile, des torches. Elle voulait détruire toutes les preuves. L'incendie dura toute la nuit. Les flammes étaient si hautes et si intenses qu'elles semblaient vouloir embraser les nuages eux-mêmes. La fumée noire qui s'en dégageait répandait une odeur âcre et nauséabonde, mélange de bois brûlé, de pierres calcinées et d'autres choses de plus troublant que personne n'osait identifier. À l'aube, quand les flammes commencèrent enfin à faiblir, quelques hommes courageux tentèrent de gravir le sentier menant au château.
Ils trouvèrent Marguerite dans la cour d'honneur, au centre d'un brasier qu'elle avait allumé avec tous les documents trouvés dans les souterrains. Elle avait remonté de sa prison souterraine le journal de son père, les lettres de sa mère, les instruments de torture et même certains ossements. Tout brûlait dans un feu purificateur qui répandait une fumée épaisse et suffocante. Marguerite elle-même était méconnaissable. Ses cheveux blonds étaient roussis par les flammes, ses vêtements lacérés par les ronces et brûlés par les étincelles. Ses yeux pâles brillaient d'une lueur de folie qui terrifia les témoins. Elle tenait dans ses bras un petit squelette d'enfant qu'elle serrait contre sa poitrine, comme si c'était son propre enfant. « Ils brûlent tous !» criait-elle en regardant les flammes danser. « Tous les secrets, tous les mensonges, toute cette pourriture. Plus personne ne saura, plus personne ne souffrira. » Les hommes tentèrent de la raisonner, de l'arracher au brasier qui menaçait de l'engloutir. Mais Marguerite reculait vers les flammes, tenant toujours le petit squelette contre elle. « Je suis leur fille à toutes !» hurla-t-elle d'une voix déchirante. « La fille de toutes celles qui ont souffert ici, et maintenant je vais les rejoindre, nous serons enfin en paix. » Elle fit un pas vers le feu, puis un autre. Les flammes léchaient déjà ses jupes quand Thomas Reynaud bondit pour la sauver, mais il était trop tard. Marguerite Fabre se jeta dans le brasier, emportant avec elle le petit squelette et tous les secrets qu'il représentait. Ces derniers mots, que plusieurs témoins jurèrent avoir entendus, furent « Pardon, maman, pardon pour tout ». Le feu la consuma en quelques secondes, transformant en cendres cette femme qui avait porté en elle tant de souffrance et de colère. Avec elle disparurent à jamais les dernières preuves des crimes atroces commis dans les souterrains de Bellerive. L'incendie acheva de dévorer le château cette nuit-là. Quand le soleil se leva sur les montagnes du Dauphiné, il n'en restait plus que des murs calcinés et des tours écroulées. Les souterrains s'étaient effondrés sous la chaleur, ensevelissant à jamais les restes des victimes d'Augustin Fabre et du comte de Montclair. Les autorités révolutionnaires de Grenoble classèrent l'affaire comme un accident tragique. Selon le rapport officiel, une certaine Marie-Célestine Dubois, déséquilibrée mentale, avait tenté de s'emparer d'un héritage qui ne lui appartenait pas. Dans sa folie, elle avait mis le feu au château et avait péri dans l'incendie qu'elle avait elle-même allumé. On retrouva ses restes calcinés, mêlés aux cendres du brasier, identifiables seulement par quelques bijoux fondus et une bague portant les armes des Fabre qu'elle avait dû voler dans les affaires de son père adoptif. Aucune mention ne fut faite des découvertes macabres des souterrains, officiellement parce qu'il n'en existait aucune preuve matérielle. Thomas Reynaud, Jean-Baptiste Faure et le maire Gaillard respectèrent la volonté de Marguerite. Ils ne parlèrent jamais publiquement de ce qu'ils avaient vu dans les caves du château. Quand on les interrogeait sur les circonstances de l'incendie, ils se contentaient de confirmer la version officielle. Une femme dérangée avait mis le feu au château dans un accès de folie. Mais en privé, ces trois hommes ne purent jamais oublier les horreurs qu'ils avaient découvertes. Thomas Reynaud sombra dans l'alcoolisme et mourut prématurément en 1798, emportant avec lui ses remords et ses cauchemars. Jean-Baptiste Faure abandonna ses activités politiques et se contenta de tenir sa forge, évitant soigneusement toute conversation sur les événements de février 1791. Quant au maire Gaillard, il démissionna de ses fonctions peu après l'incendie et se retira dans une ferme isolée où il vécut en ermite jusqu'à sa mort en 1805. Le village de Saint-Christophe-en-Oisans retrouva progressivement sa tranquillité, mais une ombre pesait désormais sur la communauté. Les habitants évitaient de parler de l'affaire Marguerite Fabre, et quand des étrangers posaient des questions sur l'incendie du château, ils répondaient évasivement qu'il ne s'était rien passé d'extraordinaire. Pourtant, des détails troublants continuaient de filtrer. Bernadette Charvin racontait à qui voulait l'entendre que sa défunte pensionnaire parlait parfois dans son sommeil dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas et qu'elle dessinait machinalement des instruments chirurgicaux sur ses feuilles de papier.
L'ancien curé Antoine Mercier prétendait avoir trouvé dans les registres paroissiaux des annotations mystérieuses ajoutées d'une main inconnue à côté des noms des femmes disparues. Et puis il y avait ces témoignages de bergers qui affirmaient voir parfois, les nuits de pleine lune, une silhouette féminine errer dans les ruines du château. Une femme en robe blanche qui portait un enfant dans ses bras et qui semblait appeler d'autres femmes, comme si elle les invitait à la rejoindre dans un monde où la souffrance n'existerait plus. Ces histoires, bien sûr, n'étaient que des superstitions de montagnards. Mais elles contribuaient à entretenir autour du château de Bellerive une atmosphère de mystère et de crainte qui perdure encore aujourd'hui. En 1823, lors de travaux de déblaiement entrepris par les nouveaux propriétaires du terrain, des ouvriers découvrirent, dans les décombres du château, un fragment de parchemin miraculeusement épargné par les flammes. Il portait quelques mots tracés d'une écriture féminine tremblante. « Mes filles, pardonnez-moi, je n'ai pas su vous protéger, mais maintenant, vous êtes libres. M.F. » Ce fragment est aujourd'hui conservé aux archives départementales de l'Isère, classé sous la cote 4E 127-89. Mais les historiens officiels préfèrent considérer qu'il s'agit d'un faux, fabriqué par quelques faussaires du XIXe siècle pour alimenter la légende du château maudit. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? D'une légende. L'histoire de Marguerite Fabre et de sa terrible découverte ne peut être qu'une invention, un conte moral sur les dangers de l'obsession et de la vengeance. Comment croire qu'un médecin respecté et un comte français aient pu commettre de telles atrocités? Comment imaginer qu'une femme puisse porter en elle tant de souffrance et de folie? Pourtant, certains détails troublent encore les esprits rationnels. Dans les registres de l'état civil parisien, on trouve effectivement mention d'un docteur Augustin Fabre, décédé en 1789, et d'une certaine Marguerite Fabre, sa fille adoptive, disparue des registres de la capitale en janvier 1791. Dans les archives de la préfecture de l'Isère, un rapport de gendarmerie mentionne la découverte de plusieurs squelettes humains d'origine indéterminée dans les ruines du château de Bellerive, squelettes qui ont mystérieusement disparu des collections du musée dauphinois où ils avaient été entreposés. Et puis il y a ce témoignage troublant du docteur Henri Bouchard, médecin légiste à Grenoble, qui examina en 1824 des ossements trouvés dans les décombres du château. Dans ses notes personnelles, conservées aux archives municipales, il écrit « Ces restes présentent des marques de violence caractéristiques. Fractures multiples, traces d'instruments tranchants, perforations crâniennes post-mortem. Tout indique que ces personnes ont subi des sévices d'une cruauté inouïe. Je ne peux m'empêcher de penser aux récits qu'on colporte sur les expériences du docteur Fabre. Si ces histoires sont vraies, nous sommes face à l'un des crimes les plus atroces de l'histoire de France. Mais ces documents, quand ils existent encore, sont fragmentaires, incomplets, sujets à caution. Les autorités ont toujours préféré étouffer cette affaire, sans doute pour ne pas ternir la réputation de la région ou pour éviter de réveiller de vieilles peurs. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit de février 1791 dans les montagnes du Dauphiné? Marguerite Fabre était-elle une aventurière mythomane qui s'est prise à son propre jeu? Ou la fille d'une victime venue venger sa mère et toutes les femmes oubliées du château maudit? Les crimes qu'elle a révélés ont-ils vraiment eu lieu? Ou n'étaient-ils que le produit d'un esprit dérangé par la souffrance et la solitude? La vérité est peut-être morte avec elle dans les flammes de Bellerive. Ou peut-être dort-elle encore, quelque part dans les archives poussiéreuses d'un grenier dauphinois, attendant qu'une main curieuse la ramène à la lumière du jour. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Marguerite Fabre continue de troubler ceux qui l'entendent. Car au-delà des faits, au-delà des preuves, il y a cette question lancinante qui hante toutes les consciences. Et si c'était vrai? Et si de telles horreurs avaient vraiment été commises dans l'ombre de l'Ancien Régime? Et si des femmes innocentes avaient vraiment subi de tels martyrs au nom de la science et du progrès? Ces questions, personne ne veut y répondre.
Il est plus confortable de reléguer cette histoire au rang des légendes, de la classer parmi les superstitions de montagnards. Mais les pierres du château de Bellerive, elles, gardent leur secret. Et parfois, les nuits de février, quand le vent souffle fort dans la vallée de la Romanche, les bergers affirment encore entendre des cris de femmes monter des ruines calcinées. Des cris de douleur ou des cris de délivrance, nul ne le sait. Mais ils résonnent encore aujourd'hui dans la mémoire collective de cette région, rappelant que certaines blessures ne se referment jamais complètement, et que certains secrets sont trop lourds pour être emportés par les flammes. L'histoire officielle a peut-être effacé Marguerite Fabre et ses terribles découvertes. Mais dans les vallées reculées du Dauphiné, on se souvient encore de cette femme qui a préféré mourir plutôt que de laisser la vérité empoisonner le monde. Une femme qui a porté sur ses épaules le poids de toutes les souffrances féminines et qui a choisi de les emporter avec elle dans la mort pour que d'autres femmes puissent vivre en paix. Vous croyez que tout a été révélé dans cette histoire? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères oubliés de l'histoire et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les secrets sombres du passé. Car après tout, qui sait quels autres mystères sommeillent encore dans les châteaux en ruine de nos campagnes? Peut-être que la vérité sur Marguerite Fabre n'est pas morte dans les flammes de Bellerive. Peut-être qu'elle attend encore, tapie dans l'ombre de l'histoire, le moment de ressurgir pour troubler à nouveau nos certitudes et nos illusions. Peut-être que cette femme, qui a refusé de laisser la science se nourrir de la souffrance humaine, continue de veiller sur toutes celles qui risquent encore de tomber entre les mains de monstres déguisés en sauveurs. Et si vous entendez un jour des cris étranges dans la nuit, des cris qui semblent venir d'un autre temps, souvenez-vous de Marguerite Fabre. Souvenez-vous de toutes ces femmes qui ont souffert dans l'ombre pour que la science progresse. Et demandez-vous si le prix de certaines découvertes ne sera jamais trop élevé. Car au fond, c'est peut-être cela, le véritable message de cette histoire. Que la quête de la connaissance ne doit jamais se faire au détriment de la compassion. Et que certains secrets feraient mieux de rester ensevelis pour toujours dans les décombres du passé.